Imaginez le palais le plus magnifique d'Europe. Des miroirs à perte de vue, des dorures partout, des milliers de bougies qui illuminent la nuit. C'est Versailles, le symbole ultime de la puissance française. Maintenant, imaginez que ce palais vous tue, pas par la guerre, pas par le poison, mais par quelque chose de bien plus terrible, quelque chose dont personne n'ose parler. En février 1712, la duchesse de Bourgogne meurt en 6 jours. Son mari la suit une semaine plus tard. Puis leur fils, 3 membres de la famille royale, disparus en moins de 3 semaines. La cour est terrorisée. On parle d'empoisonnement, de complot. Mais la vérité est ailleurs. Et elle est bien plus choquante. Parce que derrière les ors et les fastes, Versailles cache un secret mortel. Un secret que les archives ont censuré pendant des siècles. Et ce secret a décimé la noblesse française. Ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France que personne ne vous a jamais racontées, abonnez-vous maintenant. L'histoire commence. Versailles, nuit du 10 février 1712. Il est 2 heures du matin. Dans les appartements royaux, là où bat le cœur du pouvoir français, une jeune femme de 26 ans est en train de mourir. Elle s'appelle Marie-Adélaïde de Savoie. Elle est la duchesse de Bourgogne, l'épouse de l'héritier direct du trône de France, la préférée de Louis XIV, la future reine. Il y a encore quelques jours, elle dansait dans la galerie des glaces. Elle riait aux éclats. Elle charmait les ambassadeurs étrangers par son esprit et sa vivacité. Elle était l'âme de Versailles, la seule capable de faire sourire le vieux roi, de détendre les tensions entre les clans, d'apporter un peu de légèreté dans ce palais où tout n'est que protocole et calcul. Aujourd'hui, elle agonise. Son corps brûle d'une fièvre qui ne descend pas. Des taches pourpres couvrent sa peau, comme si quelque chose la dévorait de l'intérieur. Elle délire. Elle appelle son mari. Elle ne reconnaît plus personne. L'odeur qui s'échappe de sa chambre est insoutenable. C'est celle de la chair qui pourrit, vivante. Autour de son lit, les médecins s'agitent avec leurs instruments d'un autre âge. Ils la saignent, encore et encore. Ils lui administrent des lavements violents. Ils appliquent des cataplasmes brûlants sur son ventre et sa poitrine. Rien n'y fait. La fièvre monte, les taches s'étendent, le corps se décompose. Les courtisans sont là aussi, figés, paralysés par l'étiquette qui les oblige à assister à ce spectacle d'horreur. Ils portent des mouchoirs parfumés devant leur nez. Ils respirent à travers la dentelle imbibée d'eau de rose. Mais rien ne peut masquer cette odeur de mort. 6 jours plus tard, le 12 février, à 1 heure de l'après-midi, Marie-Adélaïde de Savoie rend son dernier souffle. La cour est sous le choc. Mais le pire reste à venir. 6 jours après la mort de Marie-Adélaïde, son mari, le duc de Bourgogne, développe exactement les mêmes symptômes. Même fièvre foudroyante, même taches sur la peau, même agonie. Il meurt le 18 février. En l'espace de 13 jours, 2 héritiers directs du trône de France ont disparu. Et ce n'est pas fini. Leur fils aîné, le duc de Bretagne, un enfant de 5 ans, tombe malade à son tour. Il meurt le 8 mars. 3 membres de la famille royale. 3 morts en moins d'1 mois. La monarchie française vacille. La terreur s'installe à Versailles. On murmure dans les couloirs. On parle d'empoisonnement, de complot. Les soupçons se portent sur Philippe d'Orléans, le neveu du roi, le futur régent, celui qui a tout à gagner de ces morts successives. Les accusations fusent, les dénonciations aussi. La cour est au bord de l'implosion. Mais la vérité, la vraie vérité, personne ne veut la voir. Parce que ce qui a tué Marie-Adélaïde, son mari et leur fils, ce n'est pas le poison politique, ce n'est pas un complot, c'est quelque chose de bien plus banal et de bien plus terrible. Ce qui les a tués, c'est Versailles lui-même. Regardez ce palais, admirez sa magnificence, les 357 mètres de façade, les 792 fenêtres, les 1200 cheminées,
Les 67 escaliers, les 2300 pièces, c'est le monument le plus admiré d'Europe, la vitrine du pouvoir absolu, le symbole de la grandeur française. Louis XIV a mis 50 ans à le construire. Il y a investi des sommes astronomiques, des millions de livres, des dizaines de milliers d'ouvriers. Certains disent que Versailles a coûté plus cher que toutes les guerres du règne réuni. Le roi a détourné des rivières entières pour alimenter les fontaines. Il a fait venir du marbre d'Italie, des glaces de Venise, des bois précieux des colonies. Rien n'était trop beau, rien n'était trop grand. Quand on arrive à Versailles, on est écrasé par la splendeur. Les jardins s'étendent à perte de vue. Les statues de bronze brillent au soleil. Les bassins reflètent le ciel. À l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. Les plafonds peints par Charles le Brun racontent la gloire du roi Soleil. Les tapisseries des Gobelins couvrent les murs. Les lustres de cristal illuminent les galeries. Et la galerie des glaces, cette merveille absolue avec ses 357 miroirs qui multiplient la lumière à l'infini. Versailles est conçu pour éblouir, pour intimider, pour montrer au monde entier que la France est la première puissance de la terre, que son roi n'a pas d'égal, que sa cour est la plus raffinée, la plus cultivée, la plus brillante d'Europe. Mais il y a un problème énorme, un problème que personne n'ose nommer. Derrière cette façade dorée, derrière ces miroirs étincelants, derrière ces jardins parfaits, Versailles cache une réalité d'une saleté absolue. Descendez dans les sous-sols, marchez dans les couloirs secondaires, éloignez-vous des appartements d'apparat, et vous découvrez un autre monde, un monde où règne la crasse, la puanteur et la maladie. Les fosses d'aisance débordent. Elles n'ont pas été vidées depuis des mois. Les excréments s'accumulent, ils suintent à travers les murs, ils remontent par capillarité dans les appartements. L'odeur est partout, elle imprègne les tentures, les vêtements, les cheveux. Il y a moins de 300 latrines pour 10 000 personnes. 10 000, c'est la population permanente de Versailles, courtisans, domestiques, gardes, artisans, marchands, solliciteurs. Faites le calcul. Une latrine pour 33 personnes, c'est impossible. Alors les gens font où ils peuvent. Dans les escaliers, derrière les tapisseries, dans les recoins des couloirs, dans les jardins. La princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, écrit dans ses lettres « On ne peut faire 3 pas à Versailles sans marcher dans des ordures. » Elle n'exagère pas. C'est la stricte vérité. Il n'y a pas d'égout, aucun système d'évacuation des eaux usées. Les eaux sales stagnent. Elles forment des mares dans les cours intérieures. L'été, quand la chaleur monte, l'odeur devient si insupportable que le roi lui-même fuit vers Marly. Mais l'hiver, quand toute la cour reste enfermée, les miasmes s'accumulent. On respire littéralement la pourriture. L'eau potable est un luxe. Il n'y a aucun point d'eau courante dans les appartements. L'eau est acheminée depuis la Seine, stockée dans des réservoirs où elle croupit pendant des jours, puis distribuée par des porteurs. Cette eau est trouble. Elle a un goût. Les nobles la boivent quand même. Ils s'y lavent parfois. Ils cuisent leurs aliments avec. La dysenterie est endémique à Versailles. On meurt plus souvent du ventre que de la guerre. Le chauffage est un cauchemar. Les appartements sont soit glaciales en hiver, au point que l'eau gèle dans les chambres, soit étouffant en été. Il n'y a pas d'aération. Les courtisans dorment, fenêtres fermées. L'air de la nuit est considéré comme malsain. Donc l'oxygène se raréfie, le dioxyde de carbone s'accumule, et avec lui, tous les miasmes de 10 000 corps entassés dans un palais trop petit. Les rats sont partout. Ils courent dans les murs, ils nichent dans les paillasses, ils rongent les provisions. Le duc de Saint-Simon écrit dans ses mémoires « Les rats couraient jusque sur les tables pendant les repas. On s'y était habitué, personne n'en parlait. Parce que parler des rats, c'est reconnaître qu'on vit dans la vermine. Et un noble ne vit pas dans la vermine.
c'est impensable même quand c'est vrai. Les puces, les punaises, les poux, ils sont omniprésents. Même les plus grands seigneurs s'épouillent régulièrement. C'est devenu un rituel social. On s'épouille entre amis, entre amants. C'est presque élégant. Presque. Et voilà le paradoxe le plus cruel de Versailles. Plus vous êtes haut placé dans la hiérarchie, plus vous êtes proche du roi, plus vous habitez près du pouvoir, et plus vous êtes exposé à la mort. Les appartements les plus convoités, ceux qui donnent sur la cour de marbre, ceux qui sont au premier étage, juste à côté des appartements du roi, ce sont aussi les plus humides, les plus mal aérés, les plus proches des fausses d'Aisance. La proximité du pouvoir est une condamnation sanitaire, et personne ne peut s'en plaindre, parce que se plaindre, c'est critiquer le roi. Et critiquer le roi, même indirectement, c'est un crime de lèse-majesté. Alors on se tait, on sourit, on danse, on complote et on meurt. Marie-Adélaïde de Savoie est morte de cette contradiction, elle qui avait tout pour vivre longtemps. La jeunesse, la beauté, l'intelligence, l'amour du roi, l'affection du peuple, un avenir royal. Elle est morte parce qu'elle vivait dans le palais le plus magnifique d'Europe, un palais qui l'a tuée à petit feu. Pour comprendre ce qui s'est passé ce mois de février 1712, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre qui était Marie-Adélaïde de Savoie, parce que cette jeune femme n'était pas une courtisane ordinaire. Elle était le cœur vivant de Versailles. Elle arrive à la cour en 1696. Elle a 11 ans. C'est une enfant menue, aux yeux noirs pétillants, avec un sourire qui illumine son visage. Elle vient de Turin, en Savoie, pour épouser le duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV. C'est un mariage politique, évidemment, une alliance entre la France et la Savoie. Mais personne n'attend grand-chose de cette union. Le duc de Bourgogne est un garçon timide, pieux, un peu ennuyeux. Et Marie-Adélaïde n'est qu'une enfant, sauf que cet enfant va tout changer. Dès son arrivée, elle charme Louis XIV. Le vieux roi, âgé de 58 ans, est blasé de tout. Il a connu toutes les intrigues, tous les complots, toutes les flatteries. Il est devenu méfiant, cassant, presque cruel. Plus rien ne l'émeut, plus rien ne le fait sourire. Mais Marie-Adélaïde réussit l'impossible. Elle le fait rire. Elle court dans les galeries, elle joue avec les chiens du roi. Elle pose des questions impertinentes. Elle ose l'interrompre pendant les conseils. Elle grimpe sur ses genoux pendant qu'il travaille. Et Louis XIV, le monarque absolu, devant qui toute l'Europe tremble, se laisse faire. Il sourit, il s'attendrit. Pour la première fois depuis des années, il redevient humain. Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi, écrit dans sa correspondance « Cette petite duchesse a fait plus pour adoucir le roi que toutes nos prières et tous nos sermons. Elle a réveillé en lui quelque chose qu'on croyait mort, la capacité d'aimer sans calcul. » Marie-Adélaïde grandit à Versailles. Elle se transforme. À 16 ans, elle épouse officiellement le duc de Bourgogne. À 20 ans, elle devient la femme la plus influente de la cour après le roi. Elle règle les disputes entre les clans, elle intercède pour les courtisans en disgrâce, elle organise les fêtes, les bals, les spectacles. Elle donne de la vie à ce palais qui ressemble souvent à une prison dorée. Elle n'est pas parfaite, elle a ses défauts. Elle aime le jeu, les paris, les distractions. Elle dépense sans compter. Elle s'entoure d'une petite cour de jeunes nobles qui la divertissent. Certains disent qu'elle a des favoris, peut-être même des amants. Les rumeurs circulent, mais Louis XIV ferme les yeux. Parce qu'elle lui est indispensable, parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire sourire. En 1712, Marie-Adélaïde a 26 ans. Son mari est l'héritier direct du trône. Le dauphin, le fils aîné de Louis XIV, est mort l'année précédente. Donc le duc de Bourgogne est le prochain en ligne. Et Marie-Adélaïde sera reine de France. C'est une question de temps. Louis XIV a 74 ans. Il est malade. Il ne lui reste peut-être que quelques années. L'avenir appartient à Marie-Adélaïde.
Et puis, début février 1712, elle tombe malade. Le 5 février, elle se plaint de violents maux de tête. Ce n'est pas inhabituel. Elle a souvent des migraines. Les médecins diagnostiquent une fièvre maligne. C'est un terme vague qui ne veut rien dire, mais ils décident de la saigner. C'est le traitement universel à l'époque. On retire du sang pour évacuer les humeurs mauvaises. On lui retire presque un demi-litre. Elle s'affaiblit immédiatement. Le 6 février, la fièvre monte. Elle atteint 40 degrés. Marie-Adélaïde brûle. Elle transpire tellement que ses draps sont trempés. Elle demande de l'eau fraîche. Les médecins refusent. L'eau froide est dangereuse pour les fiévreux, disent-ils. Elle ne peut boire que des tisanes tièdes. Elle suffoque de soif. Le 7 février, des taches rouges apparaissent grandes sur sa peau. D'abord sur le ventre, puis sur la poitrine, puis sur le visage. Ce sont des pétéchies, des petites hémorragies sous-cutanées, le signe d'une infection massive qui attaque les vaisseaux sanguins. Mais les médecins ne le savent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, alors ils continuent les saignées. Ils lui retirent encore un demi-litre de sang. Elle n'a presque plus de force. Le 8 février, elle commence à vomir. Elle vomit du sang noir. C'est du sang digéré, qui vient de son estomac ou de ses intestins. Là encore, les médecins ne comprennent pas. Ils pensent que son corps essaie d'expulser le mal, donc ils l'encouragent. Ils lui donnent des émétiques, des substances qui provoquent le vomissement. Elle vomit pendant des heures. Elle se vide, elle s'éteint. Le 9 février, son visage noircit. La gangrène a commencé. Les bactéries qui ont envahi son sang attaquent maintenant ses tissus. Les cellules meurent, la peau se nécrose, l'odeur devient insoutenable, une odeur de chair pourrie. Les courtisans qui entrent dans sa chambre reculent, horrifiés. Mais l'étiquette les oblige à rester. Ils sortent leurs mouchoirs. Ils respirent à travers la dentelle. Certains vomissent discrètement dans les couloirs. Marie-Adélaïde, dans son délire, ne se rend compte de rien. Elle parle à des absents. Elle croit voir sa grand-mère en Savoie. Elle croit être une petite fille qui court dans les montagnes. Elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, qu'elle ne veut plus de ce palais, qu'elle ne veut plus de ses ors, qu'elle veut juste respirer l'air pur. Le 10 février, à minuit, elle entre dans le coma. Elle ne se réveillera plus. Le 12 février, à 1h de l'après-midi, son cœur s'arrête. Elle a agonisé pendant 6 jours. 6 jours de fièvre, de vomissements, de douleurs atroces. 6 jours où son corps s'est décomposé vivant. 6 jours où les meilleurs médecins de France n'ont rien pu faire d'autre que la regarder mourir. L'autopsie est pratiquée le soir, même. C'est obligatoire pour les membres de la famille royale. Il faut déterminer la cause de la mort. 3 médecins s'en chargent. Ils ouvrent le corps, et ce qu'ils découvrent, les glaces d'horreur. Les poumons sont noirs, gorgés de pus. Le foie est gonflé, presque explosé. Les intestins sont perforés à plusieurs endroits. Le sang, quand ils le prélèvent, est épais, comme de la boue. Il a coagulé dans les veines. Le cœur lui-même est entouré d'un liquide purulent. Le diagnostic est clair, septicémie foudroyante. Une infection généralisée qui a envahi tout le corps. Mais d'où vient cette infection? Quel est le foyer initial? Les médecins ne trouvent pas. Ils examinent chaque organe. Ils cherchent une plaie, un abcès, une porte d'entrée pour les bactéries. Rien. Pas de blessure visible, pas de foyer évident. Alors ils rédigent un rapport médical délibérément vague. Ils parlent de fièvre maligne d'origine inconnue. Ils évoquent une corruption des humeurs. Ils ne disent rien de précis, parce qu'ils ne savent pas, et parce que, même s'ils savaient, ils n'auraient pas le droit de le dire. Ce rapport est remis à Louis XIV. Le roi le lit, puis il ordonne qu'il soit scellé, classé secret, interdit de publication. Personne ne doit savoir exactement de quoi est morte sa petite-fille adorée. Pourquoi ce secret? Parce que la vérité serait trop dangereuse. Parce que si on révélait que Marie-Adélaïde est morte d'une infection contractée à Versailles, dans le palais du roi, ça remettrait en cause
toute la propagande royale. Ça prouverait que Versailles n'est pas ce paradis terrestre que Louis XIV a voulu créer, que derrière les ors et les miroirs, il y a la crasse et la maladie. Et ça, le roi ne peut pas se le permettre. Alors on enterre Marie-Adélaïde, on enterre le rapport médical, on enterre la vérité. Mais la mort, elle, ne s'arrête pas là. 6 jours après l'agonie de Marie-Adélaïde, le duc de Bourgogne, son mari, tombe malade à son tour. Exactement les mêmes symptômes. Fièvre foudroyante, taches rouges, vomissements, délire, gangrène. Il meurt le 18 février. Même diagnostic vague, même secret, même enterrement précipité. La cour comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, qu'il y a quelque chose dans l'air de Versailles, quelque chose d'invisible, quelque chose qui tue. Et cette prise de conscience déclenche une panique silencieuse. Les courtisans commencent à fuir. Ils trouvent des prétextes pour quitter le palais. Ils vont prendre les eaux. Ils rendent visite à des parents malades en province. Ils inventent n'importe quoi, parce qu'ils ont peur. Peur d'être les prochains, peur de mourir comme Marie-Adélaïde, dans d'atroces souffrances, rongés vivants par une infection qu'on ne comprend pas. Et ils ont raison d'avoir peur, parce que l'histoire de Marie-Adélaïde n'est pas unique, elle n'est que la plus célèbre, la plus tragique, celle qui a choqué toute l'Europe, mais elle est loin d'être la seule. Avant Marie-Adélaïde, il y en a eu d'autres. Après elle, il y en aura encore. Versailles tue ses nobles depuis des décennies, mais personne ne veut le reconnaître. Parce que reconnaître ça, c'est admettre que le rêve de Louis XIV est bâti sur un mensonge. Revenons aux faits, aux chiffres, aux réalités que la propagande royale a toujours cachées. Versailles compte 274 fosses d'aisance. Ce chiffre vient directement des archives de Jules Hardouin-Mansart, l'architecte en chef du palais. 274 fosses pour une population permanente de 10 000 personnes. Faites le calcul. Une fosse pour 36 personnes. C'est déjà insuffisant. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que ces fosses ne sont vidangées qu'une fois par an. Une fois, en été généralement, quand la cour part à Fontainebleau ou à Marly. Des ouvriers viennent alors avec leurs charrettes. Ils descendent dans les fosses. Ils puisent les excréments à la main avec des seaux. Ils remplissent les charrettes et ils partent déverser tout ça dans la Seine, quelques kilomètres en aval. Pendant 11 mois, les fosses se remplissent, elles débordent. Les excréments suintent à travers les parois de pierre. Ils s'infiltrent dans les fondations. Ils remontent par capillarité dans les murs. L'humidité monte avec eux. Et avec l'humidité, les bactéries. Des milliards de bactéries. Colibacilles, staphylocoques, streptocoques. Toutes les bactéries qui prolifèrent dans les matières fécales et qui, une fois dans le corps humain, déclenchent des infections mortelles. Les courtisans le sentent, littéralement. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur de Louis XIV, écrit dans ses lettres une chose stupéfiante. Elle écrit le 14 juin 1715 « Les cours du château puent si fort qu'on ne peut y passer sans avoir mal au cœur. Toute la ville, le parc, le château, tout pue de merde. » Elle n'utilise pas de formule polie. Elle dit « merde » dans une lettre officielle. C'est dire à quel point la situation est insupportable, à quel point elle ne peut plus être ignorée, même par les convenances de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'il n'y a pas assez de latrines, les courtisans font leurs besoins partout, dans les escaliers, derrière les tapisseries, dans les recoins sombres des couloirs. Les hommes urinent contre les murs. Les femmes utilisent des pots de chambre qu'elles vident, ensuite par les fenêtres, directement dans les cours intérieures, où passent d'autres courtisans. Le duc de Saint-Simon raconte dans ses mémoires une anecdote terrible. Un jour, il descend un escalier principal de Versailles. Il glisse, il tombe. Il se retrouve couvert d'excréments humains. Quelqu'un a fait ses besoins dans l'escalier pendant la nuit, et personne ne l'a nettoyé.
Saint-Simon est obligé de remonter dans ses appartements, de se changer entièrement, de se laver comme il est humilié, mais il ne peut se plaindre à personne, parce que se plaindre reviendrait à critiquer Versailles, et critiquer Versailles, c'est critiquer le roi. L'eau est un autre problème majeur. Il n'y a aucun point d'eau courante dans les appartements de Versailles. Aucun. Même les appartements du roi n'ont pas l'eau courante. L'eau est amenée depuis la Seine, par un système complexe de pompes et d'aqueducs. Elle est stockée dans des réservoirs. Elle y stagne pendant des jours, parfois des semaines. Puis, elle est distribuée par des porteurs d'eau qui la transportent dans des seaux. Cette eau n'est pas potable. Elle est trouble. Elle a un goût de vase. Mais c'est la seule disponible. Alors les courtisans la boivent quand même. Ils la font bouillir parfois, quand ils ont la possibilité. Mais, souvent, ils la boivent telle qu'elle, avec toutes les bactéries qu'elle contient. Les nobles ne se lavent presque jamais. Ce n'est pas une question d'hygiène personnelle. C'est une question de mode. À l'époque de Louis XIV, on considère que l'eau est dangereuse pour la peau, qu'elle ouvre les pores, qu'elle laisse entrer les miasmes qui causent les maladies. Donc les nobles ne prennent presque jamais de bain. Ils se contentent de se parfumer, d'utiliser des poudres, de changer de linge. Mais leur corps reste sale, et cette saleté est un terrain idéal pour les infections. Le chauffage aggrave encore la situation. Les appartements de Versailles sont impossibles à chauffer correctement. Les plafonds sont trop hauts. Les pièces sont trop vastes. Les cheminées sont mal conçues. Donc, l'hiver, il fait un froid glacial. L'eau gèle dans les chambres. Le vin gèle dans les verres pendant les dîners. Les courtisans s'emmitouflent dans des fourrures, mais ils ont quand même froid. Et quand on a froid, on ferme les fenêtres. On ne les ouvre jamais, parce que l'air de la nuit est considéré comme dangereux. Donc l'air ne se renouvelle pas. L'oxygène se raréfie. Le dioxyde de carbone s'accumule. Et avec lui, tous les miasmes de milliers de corps entassés dans un espace trop petit. Les rats sont les maîtres invisibles de Versailles. Ils vivent dans les murs, ils nichent dans les combles, ils descendent la nuit pour chercher de la nourriture. Ils mangent les provisions stockées dans les cuisines. Ils rongent les chandelles, les tissus, les livres. Ils urinent partout, marquant leur territoire, et leurs excréments, leurs urines, sont chargés de bactéries mortelles. Saint-Simon écrit encore dans ses mémoires: « Les rats couraient jusque sur les tables pendant les repas. On s'y était habitué. Personne n'en parlait. C'est devenu normal, banal. On dîne avec les rats. On dort avec les rats. On vit avec les rats. Parce que admettre qu'il y a des rats, ce serait admettre qu'on vit dans un taudis. Et Versailles n'est pas un taudis, c'est le palais du roi Soleil. C'est le symbole de la grandeur française. Donc il n'y a pas de rats. Officiellement, les puces, les punaises, les poux complètent le tableau. Tout le monde en a, du plus grand seigneur au plus humble domestique. C'est tellement courant que ça fait partie de la vie sociale. Les nobles s'épouillent entre eux. C'est devenu une activité de loisir, presque intime. On s'épouille en discutant, en flirtant, en complotant. On cherche les poux dans les perruques poudrées. On écrase les punaises qui se cachent dans les plis des robes. Et ces parasites ne sont pas inoffensifs. Ils transportent des maladies, le typhus, la peste, la fièvre typhoïde. Ils piquent la peau. Ils créent des plaies minuscules. Et ces plaies s'infectent parce que les mains qui grattent sont sales, parce que l'air est chargé de bactéries, parce que tout, à Versailles, est contaminé. Mais le plus terrible, c'est la hiérarchie de la mort. Plus vous êtes important, plus vous habitez près du roi, plus vous êtes en danger. Les appartements les plus convoités, ceux qui donnent sur la cour de marbre, ceux qui sont au premier étage, juste à côté des appartements royaux, ce sont les plus mortels, parce qu'ils sont au-dessus des fosses d'aisance principales, parce qu'ils sont mal aérés, parce qu'ils sont humides, parce qu'ils sont petits, surchauffés l'été, glacés l'hiver. Les courtisans se battent pour obtenir ces appartements. Ils supplient le roi.
Ils intriguent pendant des années. Ils offrent des fortunes, juste pour avoir le privilège de vivre près du pouvoir, sans comprendre qu'ils signent leur arrêt de mort. Et même le roi n'échappe pas à cette malédiction. En 1686, Louis XIV lui-même tombe malade. Il a 48 ans. Il est au sommet de sa puissance. La France domine l'Europe. Versailles est achevé. Tout semble parfait. Et puis, une douleur apparaît. Une douleur aiguë, lancinante, au niveau de l'anus. Louis XIV essaie de l'ignorer. Mais elle empire. Elle devient insupportable. Il ne peut plus s'asseoir. Il ne peut plus monter à cheval. Il souffre en permanence. Les médecins l'examinent. Il découvre une fistule anale, un abcès purulent qui s'est formé entre le rectum et la peau. L'infection est profonde. Elle ne guérit pas. Au contraire, elle s'étend. Le pus s'accumule. L'odeur devient épouvantable. Le roi, qui incarne la majesté absolue, qui ne doit jamais montrer de faiblesse, est obligé d'admettre qu'il a besoin d'être opéré. Novembre 1686. Le chirurgien Charles-François Félix vient à Versailles. Il apporte ses instruments, des bistouris, des scalpels, des cautères, chauffés au rouge. Il n'y a pas d'anesthésie, elle n'existe pas encore. L'opération se fera à vif. On attache Louis XIV sur une table, on écarte ses jambes, on expose sa fistule. Le chirurgien prend son bistouri chauffé au rouge et il incise. Il coupe dans la chair vivante. Il ouvre l'abcès. Le pus jaillit. L'odeur envahit la pièce. Louis XIV mord un morceau de cuir pour ne pas crier. Il serre les dents. Il ne doit pas montrer sa souffrance. Il est le roi. Le roi ne souffre pas. Le roi ne crie pas. L'opération dure 45 minutes. 45 minutes de douleur absolue. Le journal de santé du roi note « Sa Majesté a montré une fermeté admirable. Pas un cri n'est sorti de sa bouche. L'opération réussit. Temporairement, mais la fistule revient. Elle se reforme. Parce que le problème n'est pas réglé. Le problème, c'est Versailles. C'est la saleté ambiante. C'est le manque d'hygiène. C'est l'impossibilité de guérir correctement dans un environnement contaminé. Louis XIV subira 3 autres opérations entre 1686 et 1687. 3 fois, on lui ouvrira l'anus au bistouri chauffé. 3 fois, il serrera les dents sans crier. Le roi le plus puissant du monde, l'homme qui a bâti Versailles pour montrer sa gloire à l'univers, est rongé par une infection que son propre palais a créée. Le roi a survécu à sa fistule, mais d'autres n'auront pas cette chance. Et parmi eux, son propre fils, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, né en 1670, élevé à Versailles, éduqué par les meilleurs précepteurs, destiné à un avenir brillant, même s'il ne peut prétendre au trône à cause de sa bâtardise. En 1691, il a 21 ans. C'est un jeune homme cultivé, intelligent, passionné de littérature et de philosophie. Il aime la chasse, et c'est justement lors d'une partie de chasse, en novembre, qu'arrive l'accident, une simple branche, qui dépasse d'un buisson. Le duc du Maine ne la voit pas. Son pied heurte la branche. L'écorce rugueuse entaille la peau, juste au-dessus de la cheville. Une égratignure. Rien de grave. Il continue la chasse, il rentre à Versailles. Il ne pense même pas à désinfecter la plaie. Pourquoi le ferait-il? Ce n'est qu'une égratignure. Mais à Versailles, il n'y a pas de petite blessure. Le lendemain, la plaie est rouge. Elle enfle. Elle chauffe. Le duc sent une douleur sourde qui pulse au rythme de son cœur. Il appelle son médecin personnel. Le médecin examine la plaie. Il diagnostique une inflammation locale. Il applique un cataplasme de miel et d'herbe. Il recommande du repos. Il dit que ça va passer. Ça ne passe pas. Le surlendemain, la rougeur a gagné tout le pied. La peau est tendue, brillante. Au toucher, elle est brûlante. Le duc a de la fièvre.
38 degrés, puis 39. La douleur devient insupportable. Il ne peut plus poser le pied par terre. On doit le porter jusqu'à son lit. Les médecins reviennent. Ils sont plusieurs maintenant. Ils observent le pied. Ils se consultent à voix basse. Puis, ils annoncent leur diagnostic. Gangrène. Le mot tombe comme un couperet. Gangrène. Ça veut dire que les tissus meurent, que les bactéries dévorent la côte, la chair vivante, et que si on n'agit pas rapidement, l'infection va remonter dans la jambe, puis dans le corps, et le duc mourra. Il n'y a qu'une solution, amputer. Le 5 novembre 1691, on prépare la chambre du duc pour l'opération. On installe une grande table. On apporte les instruments, scie, couteau, cautère. On fait chauffer les fers au rouge. On prépare des linges pour éponger le sang. On attache des sangles en cuir au coin de la table pour maintenir le patient. Parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, on va couper dans la chair vivante et le duc devra l'endurer conscient. Le chirurgien examine le pied une dernière fois. Il décide de commencer par une amputation partielle. Il va retirer les 3 orteils touchés par la gangrène. Si ça suffit à arrêter l'infection, on évitera d'amputer plus haut. On couche le duc sur la table, on l'attache, poitrine, bras, cuisses. Il ne doit pas bouger, même s'il en meurt d'envie. Le chirurgien prend position. Il saisit son scalpel et il coupe. Le duc hurle. Il se cabre. Les sangles le retiennent. On lui met un morceau de cuir entre les dents pour qu'il ne se morde pas la langue. Le chirurgien continue. Il tranche les chairs. Il scie les os. Un par un, 3 orteils. Le sang gicle. Il coule sur la table. Il forme une mare sur le sol. L'opération dure 23 minutes. 20 minutes d'une douleur que personne ne peut imaginer. Puis c'est la finie. On cautérise les plaies avec les fers chauffés au rouge. La chair grésille. L'odeur de viande brûlée envahit la pièce. Le duc perd connaissance. C'est une miséricorde. On le met au lit. On le couvre de draps propres. On le surveille. On attend. On espère que l'infection va s'arrêter. Elle ne s'arrête pas. 3 jours plus tard, la gangrène a gagné. Elle a remonté dans le pied. La chair noircit. Elle se nécrose. Elle pue. Une odeur de charogne. Le duc délire de fièvre. Il a 40 degrés. Peut-être plus. Les thermomètres de l'époque ne sont pas fiables. Les médecins se réunissent à nouveau. Ils n'ont pas le choix. Il faut amputer plus haut. Beaucoup plus haut. Le 12 novembre 1691, on recommence. On attache à nouveau le duc. On apporte la scie. Cette fois, on va couper à mi-mollet. On va retirer tout ce qui est infecté. Le chirurgien fait un garrot très serré au-dessus du genou pour limiter l'hémorragie. Puis il prend son scalpel. Il trace un cercle autour du mollet. Il coupe la peau, puis les muscles, un par un. Il les sépare de l'os. Ensuite, il prend la scie et il scie le tibia et le péroné. Il scie avec des mouvements réguliers. Le bruit est horrible. Un crissement de scie sur l'os. Ça dure longtemps. Le duc hurle. Il supplie qu'on arrête, mais on ne peut pas arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Finalement, la jambe se détache. On la jette dans un seau. On cautérise le moignon. On recoud la peau par-dessus. C'est terminé. Le duc du Maine a survécu. Mais il restera infirme toute sa vie. Il ne pourra plus marcher normalement. Il devra utiliser une jambe de bois. Et chaque fois qu'il la verra, il se souviendra. Il se souviendra de cette simple égratignure dans les bois, de cette branche anodine qui a failli le tuer, qui l'a mutilé à jamais. Madame de Sévigné écrit dans une lettre du 16 novembre 1691. Le pauvre duc du Maine a été coupé 2 fois en 8 jours. On dit que c'est l'air de Versailles qui a empoisonné sa blessure. Elle a raison. Ce qui a empoisonné la blessure du duc, ce n'est pas un complot. Ce n'est pas un sortilège. C'est Versailles. C'est l'air chargé de bactéries. C'est la saleté omniprésente. C'est l'impossibilité de guérir dans un environnement contaminé. Mais il y a pire encore. Parce que toutes les infections ne viennent pas de blessures externes. Certaines se développent à l'intérieur, sans prévenir, sans possibilité de les voir venir.
Marie-Angélique de Scorail, duchesse de Setiozen-Seke, Fontange, 20 ans, belle à couper le souffle, cheveux blonds qui tombent en cascade sur ses épaules, yeux bleus immenses, un sourire qui fait fondre les cœurs. Elle est la maîtresse de Louis XIV, sa favorite, celle qu'il préfère à toutes les autres, même à Madame de Montespan, qui a régné sur le cœur du roi pendant 10 ans. En 1681, Marie-Angélique tombe enceinte. Elle porte l'enfant du roi. C'est une joie, un honneur. Si elle donne naissance à un fils, elle sera élevée au rang de duchesse. Elle recevra des terres, des revenus. Elle sera établie pour la vie. Mais la grossesse se passe mal. Elle est malade en permanence. Elle vomit. Elle a des douleurs. Les médecins disent que c'est normal, que toutes les femmes enceintes souffrent, qu'elle doit endurer. Elle endure. En mars 1681, elle accouche. L'accouchement est difficile, très difficile. Il dure presque 24 heures. Elle perd beaucoup de sang. Elle crie. Elle supplie qu'on la délivre. Finalement, l'enfant sort. C'est un garçon. Mais il est mort. Il est né mort. Étranglé par le cordon. Marie-Angélique est dévastée. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que l'accouchement a causé des déchirures internes. Des déchirures importantes, du col de l'utérus jusqu'au périnée. Les sages-femmes essaient de recoudre, mais leurs fils ne sont pas propres. Leurs aiguilles ne sont pas stérilisées. La stérilisation n'existe pas encore. On ne sait même pas que ça devrait exister. Dans les jours qui suivent, Marie-Angélique développe une fièvre puerpérale. L'infection gagne l'utérus. Les bactéries prolifèrent dans les tissus déchirés. Elles se multiplient. Elles produisent des toxines. Ces toxines passent dans le sang. Elles envahissent tout le corps. Marie-Angélique brûle. Sa température monte à 41 degrés. Elle délire. Elle ne reconnaît plus personne, pas même le roi qui vient à son chevet. Louis XIV, l'homme le plus puissant de France, reste là, impuissant, à regarder sa maîtresse mourir. Les médecins tentent tout. Ils la saignent, encore et encore. Ils lui retirent des litres de sang. Ils pensent évacuer les humeurs mauvaises, mais ils ne font qu'affaiblir son corps. Ils lui administrent des lavements, 10 par jour, 15 par jour, des lavements violents qui la déshydratent, qui la vident, qui la tuent à petit feu. Ils appliquent des cataplasmes brûlants sur son ventre. Ils la cautérisent au fer rouge. Ils pensent chasser la fièvre en brûlant la peau. Mais tout ce qu'ils font, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance. Le 28 juin 1681, après 3 mois d'agonie, Marie-Angélique de Fontange meurt. Elle a 20 ans. 3 mois plus tôt, elle était la femme la plus enviée de France. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un corps dévasté par l'infection. Un corps qu'on va enterrer rapidement, discrètement, pour que personne ne pose trop de questions. Madame de Maintenon écrit dans sa correspondance privée « Elle est morte comme elle a vécu, victime de la démesure de ce lieu. Versailles ne pardonne aucune faiblesse. » Et elle a raison. Versailles ne pardonne rien, ni les égratignures, ni les accouchements, ni la moindre blessure, parce que tout à Versailles est contaminé. L'air, l'eau, les murs, les draps, les vêtements, tout, et la liste continue. Elle continue sans fin. Le comte de Vermandois, fils légitimé de Louis XIV, mort d'une infection intestinale à 16 ans en 1683. La duchesse de Bourbon, morte d'érésipèle à 42 ans en 1685. Le duc de Bretagne, arrière-petit-fils de Louis XIV, mort à 5 ans d'une rougeole compliquée de pneumonie en 1712. La même année que Marie-Adélaïde, entre 1700 et 1720, plus de 30 membres de la famille royale et de la haute noblesse meurent d'infection à Versailles. 30. C'est 3 fois plus que dans les autres résidences royales, comme Fontainebleau ou Marly. 3 fois plus. Les statistiques sont accablantes. Mais personne ne les regarde, personne ne veut les voir. Parce que voir ces chiffres, c'est reconnaître l'échec. C'est admettre que le palais le plus magnifique du monde
est aussi le plus mortel. Face à ces morts répétées, face à ces infections qui déciment la noblesse, les médecins de Versailles sont désemparés. Ils ne comprennent rien. Ils cherchent, ils théorisent, ils inventent des explications. Mais ils sont aveugles, complètement aveugles, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est une bactérie. Le mot bactérie n'existe même pas encore. Il ne sera inventé qu'au XIXe siècle. Les microbes, les germes, les agents pathogènes, tout ça est parfaitement inconnu en 1700. Les médecins pensent que les maladies sont causées par des miasmes, des vapeurs mauvaises qui flottent dans l'air, des humeurs corrompues qui déséquilibrent le corps. Donc, quand un noble tombe malade, quand la fièvre monte, quand l'infection gagne, les médecins appliquent les trémétémétès, les traitements qu'ils connaissent, les seuls traitements dont ils disposent. Et ces traitements ne font qu'aggraver les choses. Première méthode, la saignée. C'est le traitement universel. Quel que soit le problème, on saigne. On retire du sang au patient. Parfois un demi-litre, parfois un litre entier. On pense que le sang contient les humeurs mauvaises qui causent la maladie. Donc on retire le sang. On purifie le corps. En théorie. En pratique, on affaiblit le patient. On le prive du sang dont son corps a besoin pour combattre l'infection. On le prive des globules blancs qui luttent contre les bactéries. On le prive de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. On le condamne. Marie-Adélaïde de Savoie a été saignée 4 fois en 6 jours. On lui a retiré presque 2 litres de sang au total. Son corps, déjà ravagé par l'infection, n'a pas pu tenir. Les saignées l'ont achevé. Deuxième méthode, les lavements. Les médecins sont obsédés par les intestins. Ils pensent que beaucoup de maladies viennent du ventre. Des humeurs corrompues qui stagnent dans les intestins et empoisonnent tout le corps. Donc ils administrent des lavements violents, avec de l'eau, du vinaigre, parfois du vin. Ils injectent ces liquides dans le rectum avec de grandes seringues. 10 lavements par jour, 15, 20. Le résultat est catastrophique. Les lavements provoquent des déshydratations massives, des déchirures intestinales, des perforations. Le patient perd tous ses liquides, toutes ses forces. Il meurt déshydraté, épuisé, vidé. Troisième méthode, les cataplasmes. On applique sur le corps du malade des substances censées aspirer le mal. Des cataplasmes de mie de pain, de crottes de pigeons, de vers de terre broyée, de graisse de cadavre. Oui, de graisse de cadavre. On prend de la graisse prélevée sur des corps morts, on la fait fondre, on l'étale sur des linges et on applique ça sur la peau du malade. Ces cataplasmes sont censés extraire les humeurs mauvaises par les pores de la peau. En réalité, ils introduisent encore plus de bactéries, encore plus d'infections. Ils transforment une plaie simple en une plaie gangrenée. Quatrième méthode, les cautérisations. Quand une plaie s'infecte, quand la gangrène commence, les médecins prennent des fers chauffés au rouge et ils brûlent la chair. Ils pensent que le feu va purifier la plaie, qu'il va tuer le mal. Le feu tue effectivement quelques bactéries, mais il détruit aussi les tissus sains. Il crée des brûlures profondes. Ces brûlures s'infectent à leur tour et l'infection empire. Le docteur Guy Crescent Fagon, premier médecin de Louis XIV, écrit dans ses mémoires personnels une phrase terrible. Il écrit « Nous combattions un ennemi invisible. Nos armes étaient dérisoires. Nous tuions plus que nous ne sauvions. » C'est un aveu d'impuissance. Fagon est l'un des médecins les plus réputés d'Europe. Il a étudié à Montpellier. Il connaît toutes les théories médicales de son époque. Il a accès aux meilleurs ouvrages, aux meilleures connaissances. Et il avoue qu'il ne sert à rien, qu'il tue ses patients en essayant de les soigner. Mais voilà le pire. Même s'il le sait, même s'il l'écrit dans ses mémoires privées, il ne peut rien dire publiquement. Il ne peut pas avouer l'échec de la médecine, parce que la médecine sert le roi, et le roi ne peut pas échouer. Alors on cache,
on dissimule, on ment. Quand Marie-Adélaïde de Savoie meurt, on pratique une autopsie. Les médecins ouvrent son corps. Ils voient les Robinson, les ravages, les poumons noirs de puce, le foie gonflé, les intestins perforés, le sang coagulé. C'est une septicémie évidente, une infection massive qui a détruit tous les organes. Mais quand ils rédigent leur rapport, ils ne disent rien de tout ça. Ils écrivent « fièvre maligne d'origine inconnue ». C'est tout. Pas un mot sur l'infection, pas un mot sur les conditions sanitaires, pas un mot sur Versailles. Ce rapport est remis à Louis XIV. Le roi le lit, puis il ordonne qu'il soit classé secret. Personne ne doit le lire, personne ne doit savoir. On va dire au public que la duchesse est morte d'une fièvre soudaine. Point final. Pourquoi ce secret ? Parce que la vérité serait catastrophique. Parce qu'elle remettrait en cause toute la propagande versaillaise. Louis XIV a passé 50 ans à construire Versailles, à en faire le symbole de sa grandeur, à le montrer au monde entier comme la preuve que la France est la première puissance de la Terre. Si on révèle maintenant que les nobles meurent à Versailles d'infections causées par la saleté, par les fosses qui débordent, par l'air vicié, par l'eau croupie, tout s'effondre. Le mythe s'effondre. L'image du roi Soleil s'effondre. La crédibilité de la monarchie absolue s'effondre. Alors on ne peut pas dire la vérité. On ne dira jamais la vérité. Les autres membres de la famille royale qui meurent dans les semaines suivantes ont tous droit au même traitement. Rapports médicaux vagues, cause de décès dissimulée, enterrement rapide et interdiction formelle de poser des questions. Le duc de Bourgogne meurt officiellement d'une fièvre maligne. Son fils, le duc de Bretagne, meurt d'une rougeole compliquée. Jamais on ne parle d'infection, jamais on ne parle de septicémie, jamais on ne parle de Versailles comme foyer infectieux. Et les courtisans, que font les courtisans face à cette hécatombe ? Ils se taisent, eux aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix. Un courtisan qui critiquerait les conditions sanitaires de Versailles serait immédiatement accusé de critiquer le roi. Et critiquer le roi, c'est un crime de lèse-majesté. C'est la disgrâce assurée. L'exil peut-être, la Bastille, dans les cas extrêmes. Donc les courtisans endurent. Ils vivent dans la sick-wanat, dans la saleté. Ils respirent l'air vicié. Ils boivent l'eau croupie. Ils dorment dans des appartements humides. Et ils meurent, les uns après les autres, sans rien dire. Certains tentent de partir, discrètement. Ils inventent des prétextes. Ils disent qu'ils doivent aller sur leur terre pour régler des affaires, qu'ils doivent rendre visite à des parents malades, qu'ils ont besoin de prendre les eaux dans une station thermale, n'importe quoi, juste pour quitter Versailles, juste pour respirer un air plus sain. Mais Louis XIV voit clair dans leur jeu. Il sait pourquoi ils veulent partir. Alors il refuse. Il leur ordonne de rester. Parce que quitter Versailles, c'est aussi critiquer Versailles. C'est reconnaître implicitement que le palais est malsain. Et ça, le roi ne peut pas le tolérer. Les courtisans sont donc prisonniers. Prisonniers d'un palais doré qui les tue. Prisonniers d'une étiquette qui leur interdit de se plaindre. Prisonniers d'un système où l'apparence compte plus que la vie. Le duc de Saint-Simon écrit dans ses mémoires une réflexion amère. Il écrit bien des années plus tard, alors qu'il est vieux et que Louis XIV est mort. Versailles fut le tombeau de la noblesse française, pas par la guerre, mais par notre propre vanité. Nous avons préféré briller que respirer. Il a raison, la noblesse française a accepté de mourir plutôt que d'avouer qu'elle vivait dans un taudis doré. Elle a choisi l'apparence, le prestige, la proximité du pouvoir, au prix de sa propre vie. Mais pourquoi ? Pourquoi Versailles est-il devenu ce piège mortel ? Comment un palais conçu pour incarner la perfection a-t-il pu se transformer en cimetière ? Il faut remonter aux origines, comprendre les décisions qui ont conduit à ce désastre. Versailles n'était pas destiné à être une résidence permanente.
À l'origine, c'était un simple pavillon de chasse, un petit château où Louis XIII allait chasser le cerf dans les bois environnants. Quelques pièces, quelques domestiques, rien de plus. Puis Louis XIV arrive au pouvoir et il a une vision grandiose. Il veut transformer ce pavillon de chasse en palais absolu. Il veut y installer toute la cour, tous les grands du royaume. Il veut faire de Versailles le centre du monde. Mais il y a un problème. Le site n'est pas adapté. Versailles est construit dans un marécage. Le sol est humide, instable. Il n'y a pas de source d'eau à proximité. Pas de rivière, rien. C'est le pire endroit possible pour construire un palais. Mais Louis XIV s'en moque. Il veut Versailles. Alors il ordonne les travaux. On draine le marécage. On creuse des fondations profondes. On détourne des rivières pour alimenter les fontaines. On construit des aqueducs qui traversent des kilomètres de campagne. On fait venir des milliers d'ouvriers, des dizaines de milliers. Et on construit. On construit vite, trop vite, parce que le roi est pressé. Il veut voir son palais achevé de son vivant. Alors on bâcle. On néglige les infrastructures essentielles. On oublie les égouts. On oublie les systèmes d'aération. On oublie les latrines. On se concentre sur ce qui se voit. Les façades, les dorures, les miroirs, les jardins. Le résultat est un palais magnifique à l'extérieur et pourri à l'intérieur.